Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jean-Sébastien, qui Salut. est le cofondateur de FireRaven, qui est une startup ici à Montréal. On va parler un petit peu plus de c'est quoi FireRaven, mais avant tout, Jean-Sébastien, merci beaucoup de te joindre avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Première question, j'aimerais bien savoir un petit peu comment est-ce que tu te décrirais? Qui est Jean-Sébastien? C'est une grosse question. Euh, je pense que je me décrirais surtout comme entrepreneur. Je pense que c'est la réponse un peu basique dans le domaine. Et tu sais, pour mettre en résumé un peu de où est-ce que je viens tout seul. Dans le fond, j'étais à Polytechnique Montréal en génie informatique. Dans le fond, j'ai gradué en 2022. Fait que ça fait 3 ans maintenant à peu près. Depuis ce temps-là, durant ma dernière année en fait à Poly, je commençais à prendre entreprise. Avant de terminer l'école, je commençais déjà à m'intéresser à passer à ma propre entreprise. Là, j'ai revendu mes shares de cette entreprise-là pour fonder une deuxième entreprise. Donc, c'est rendu ma Fireville en ce moment, c'est ma deuxième entreprise sur laquelle je travaille. Donc, tu peux dire que mon parcours, c'est un peu génie informatique qui est passé directement au monde de l'entrepreneuriat. Et donc avant FireRaven, comme tu le mentionnes, tu étais cofondateur et CTO de Quotes and Go. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de ce que tu faisais là-bas et comment cette expérience elle a influencé ta manière d'aborder la création de produits IA? Ouais, sure. Dans le fond, pour mettre le contexte, Cotengo, c'était une entreprise. En fait, c'est encore une entreprise, c'est encore active. C'est un marketplace pour des home maintenance services. Par exemple, si tu as besoin d'entretenir ta pelouse, refaire ton toit, refaire ta piscine. Dans le fond, je développais un système d'IA qui vient, à travers des images satellites de Google Maps, par exemple, mesurer les surfaces à entretenir chez toi. Ce qui veut dire que je m'en vais en ligne en tant que homeowner. Je vais directement pouvoir rentrer mon adresse. Puis nous, ensuite, de ça, on va aller sur Google Maps, trouver ta maison, à venir détecter c'est où ton toit, ta piscine, ton gazon, peu importe quoi, trouver combien ça coûterait pour refaire les travaux chez toi. Puis par la suite, on pouvait te matcher avec un contracteur, donc un entrepreneur qui venait faire les travaux dans ta région. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Et ben dans le fond, quand j'ai commencé, au début, j'avais aucune idée comment ça marchait l'entrepreneuriat. Tu sais, comme je disais, j'étais encore à la fin de mes études et tout. De là, tu sais, avec mon partner, mon cofondateur, on essaie de trouver un peu c'est quoi le problème qu'on essaie de régler, là, un peu à des clients. On faisait beaucoup de porte-à-porte, aller voir directement des propriétaires de maisons pour voir c'est quel problème est-ce qu'on adressait vraiment avec eux. Fait qu'on était très focusé sur le problème. Donc, c'est ça qu'on avait compris qui était important à faire en entrepreneuriat. De là, ensuite, une fois qu'on a réalisé qu'est-ce qu'on devait régler, qui était dans le fond le fait que c'était pas super transparent, la méthode pour faire des soumissions pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est super compliqué. En fait, pas super compliqué, mais c'est super time consuming, on va dire, d'aller chez un client pour donner une soumission qui prend quelques heures à faire, puis ensuite ça, revenir, attendre la réponse du client, puis tu sais, c'est du back and forth. Donc, tout ce concept-là, ce processus-là pouvait être vraiment optimisé. Donc, c'est de là un peu qu'on est venu avec l'idée, puis la manière de le régler un peu. Ensuite, dès que j'ai fini mes études, là, je commençais à entrer dans NextAI. Donc, c'est le premier incubateur dans lequel j'ai été avec Cotengo. De là, on a beaucoup appris à travers l'aide de mentors, dans le fond, bâtir une entreprise plus que juste deux gars dans leur sous-sol qui essaient de comprendre comment ça marche. Donc, on a beaucoup appris sur le tas, mais aussi à travers des mentors qui nous ont aidés à mieux nous positionner, savoir comment aller chercher nos premiers revenus, etc. Puis, dans le fond, on a construit comme ça pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans sur l'entreprise. On faisait 35 000 de revenus à la fin, là, par mois. Donc, c'était assez, ça fonctionnait assez bien. Puis, finalement, j'ai décidé de vendre mes shares pour aller plus en deep tech. Donc, c'est de là un peu que j'ai commencé Fireville ensuite en me disant que je voulais plus aller régler le problème de la cybersécurité en IA. Et FireRaven s'attaque à un grand défi qui est de sécuriser et surveiller les assistants ou agents IA, peu importe comment on les appelle. Quel problème est-ce que tu voyais sur le marché qui t'a fait dire il faut vraiment qu'on construise ça? Et si tu veux donner un peu plus de contexte aussi autour de FireRaven, avec grand plaisir. Ouais. Mais dans le fond, dans le contexte, Fire, c'est mon partenaire de maintenant, fait que mon cofondateur en ce moment de Fire, qui a eu l'idée à l'origine. Je pense que c'était comme au printemps 2023, une affaire comme ça, tu sais, début de ChatGPT, pas encore super connu, ça commence à arriver. À ce moment-là, on était juste en train de se dire, c'est sûr que s'il va y avoir des problèmes à un moment donné, parce qu'il n'y a rien de sécuritaire là-dedans. Puis, tu sais, on était au début des jailbreaks. Fait qu'au début du moment où est-ce que tu pouvais facilement briser ChatGPT, lui faire dire n'importe quoi, etc. Et moi, à ce moment-là, je suis encore dans côté de Go. Donc, je lui ai dit, mon cofondateur mon ami qui était à ce moment-là, pas encore mon confrontant, qui allait devenir dans le sud. Et j'avais pas le temps pour ça. Ensuite de ça, rendu vers l'automne, fait que fin de l'été de 2023, là, j'ai fait comme, OK, bon, on va faire le move, on va commencer live. Donc, lui, dans le fond, il faisait son PhD au Danemark, basically en sécurité de l'IA dans le domaine de l'énergie. Fait que déjà là, il y avait un peu un début de tangente vers la sécurité. Donc, j'étais allé au Danemark pendant 2 mois. On a brainstormé beaucoup d'idées, surtout basées sur la sécurité en IA, le domaine de l'énergie, voir un peu comment jongler avec tout ça. C'est qu'il y avait comment je peux dire ça? Beaucoup d'enjeux du côté de la sécurité, dans le sens que les LLM, comme je disais, il n'y avait pas de jailbreak dessus, mais il y avait personne qui s'intéressait vraiment à ça. Tu sais, il y avait quelques entreprises qui commençaient à voir que c'était un enjeu, mais
pas personne dans le grand public, ou la plupart des développeurs en IA ne pensaient même pas à ça. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire là. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des premières entrevues avec différents joueurs dans l'industrie, fait que différentes grandes entreprises, des banques, compagnies de consultation, startups, juste à parler un peu de tout ça. Puis on a réalisé ensuite de ça en début 2024 que Air Canada, dans le fond, il y avait un chatbot qui avait mis sur leur site, qui avait eu quelques problèmes dessus. Dans le fond, il y avait des hallucinations. Leur chatbot, pour mettre en contexte, est en train de vendre des faux discounts aux clients. Donc, ils vendaient des faux billets d'avion avec des discounts qu'ils inventaient, qui n'existaient pas vraiment. Puis ils se sont fait poursuivre, puis ça leur a coûté quand même beaucoup d'argent en lawsuits, mais aussi en capitalisation boursière qui a baissé. Je pense que c'est comme un 200 millions qui a baissé en quelques jours à cause de ça. Donc, ça leur a quand même fait mal. Puis là, on aurait dit, OK, il y a un vrai problème dans le domaine. On a commencé à se dire, OK, il faut qu'on fasse une vraie solution. Puis c'est de là, en début janvier 2024, qu'on a commencé officiellement l'entreprise avec un début de produit qui a évolué depuis ce temps-là en passant de un système de test pour les LLM à plus un système de monitorage et dans le fond, des guardrails. Fait une protection à l'entrée et à la sortie des modèles de LLM comme les assistants, les chatbots, les agents, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement, c'est quoi que ça signifie les no-code guardrails pour quelqu'un qui utilise un assistant d'IA, par exemple, dans son entreprise? Ouais, dans le fond, très simplement, une guardrails. Je pense pas qu'on a inventé le terme, ça existait pas mal dans l'industrie déjà, mais pour mettre c'est vraiment simple, on peut voir ça comme un firewall, comme une protection que tu peux soit mettre à l'entrée ou à la sortie d'un modèle. Donc à l'entrée, ça protège contre tout ce qui est des sujets hors contexte. Donc si un utilisateur arrive pour parler à un chatbot dans le domaine de l'aérospatial, il va pas commencer à dire des recettes de gâteau au chocolat, il va pas commencer à diverger. Donc il va rester sur le sujet voulu, mais aussi il va bloquer les jailbreaks. Ce qui sort d'un contexte d'utilisation norme va être protégé par un guardrails en input. Tout ce qui est à la sortie du modèle, donc pour les outputs, à ce moment-là, un guardrail va s'assurer que tout ce qui sort du modèle respecte certaines politiques, certaines réglementations, certaines business rules. Tout ce que tu voudrais que ton chatbot respecte, on va les forcer en fait pour être sûr que ton chatbot ne va pas commencer, encore une fois, à diverger, mais à la sortie cette fois-ci. Donc ça, c'est des guardrails. Sûrement, la façon normale de faire, c'est de développer pendant quelques temps, soit avec des solutions AI, soit avec des solutions plus de code normal, on va dire, c'est un code sans IA. Puis ça prend beaucoup de temps à développer, de faire ça manuellement, ça prend beaucoup d'essais-erreurs, de vérifier qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un modèle d'IA qui va se baser sur, dans le fond, comment est-ce que les systèmes de chatbot devraient fonctionner pour créer ces guardrails de manière automatique. Comment est-ce qu'on fonctionne pour ça? Donc, la partie no-code là-dedans, c'est le fait que l'utilisateur a seulement besoin d'entrer en quelques mots c'est quoi qu'il veut détecter, par exemple, à la sortie du modèle. Donc, si il veut s'assurer que son modèle donne pas je vais me donner l'exemple d'un conseiller financier. Dans le cas d'un chatbot dans le domaine financier pour une banque, par exemple, c'est complètement correct de parler de carte de crédit, de prêt, peu importe quoi. Mais dès qu'il est question de conseil financier spécifiquement, dans ce cas-là, il faut mettre une guardrail qui va vraiment s'assurer de mettre une politique en place il ne faut pas dire de conseil financier. Dans ce cas-ci, un utilisateur ferait juste rentrer la définition d'un conseil financier. De cette manière-là, le guardrail serait capable de détecter si la sortie du modèle du chatbot contient un conseil financier ou non. Puis basé là-dessus, c'est plus facile de pouvoir monitorer le système sans devoir faire des customs à chaque fois qu'il faut mettre une politique. Donc, pour nous, on a fait en fait un système que tu peux mettre autant de politiques que tu veux, seulement écrire les définitions des politiques dans notre système, puis nous, on va pouvoir appliquer ces politiques-là à ton modèle facilement. Cool. En fait, il y a beaucoup d'expérimentation en ce moment avec les agents d'IA, etc., dans les entreprises. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les entreprises qui déploient des agents IA sans sécurité ni surveillance? En fait, l'erreur la plus commune, c'est de pas protéger l'entrée du modèle. Ce qui fait en sorte que, ça, on le fait des fois juste pour rire, puis juste pour aller voir des clients potentiels. On va juste essayer de faire dire n'importe quoi à leur chatbot, voir ça prend combien de prompts pour le faire, donc combien d'essais-erreurs, puis à quel point c'est bien sécurisé. Des fois, il y en a qui sont bien sécurisés, ils ont pensé d'avance, puis ils font en sorte que tu puisses pas jailbreak ça facilement. Des fois, il y a aucune protection. Tu peux seulement demander au chatbot, donne-moi ton contexte, puis il va juste commencer à te dire c'est quoi le premier prompt qu'il y a eu sans aucune sécurité, ce qui apporte beaucoup d'enjeux de sécurité aussi. Mais la plupart du temps, c'est souvent dans des contextes comme des chatbots où est-ce que c'est drôle, on peut dire à l'entreprise, fais attention, fais pas ça, si tu veux de l'aide, on peut t'aider pour mettre des guardrails. Par contre, il y a des fois, pis ça j'ai pas encore vu, puis je suis quand même content de pas encore l'avoir vu, là, c'est que si on va dire c'est pas seulement un chatbot, mais un agent qui est dans le système de l'entreprise. Cet agent-là peut avoir accès à des fonctions qui vont faire des appels à des bases de données en arrière. Les bases de données peuvent contenir de l'information confidentielle comme l'information privée. Souvent, les entreprises savent qu'ils doivent pas connecter un chatbot client-facing à une base sans protection informatique. Donc, ça fait en sorte que nous, on se place bien dans un contexte où est-ce que
tu as besoin d'avoir un chatbot qui est connecté à une base de données en arrière, tu veux t'assurer qu'il soit vraiment sécurisé avant de déployer. Si tu le ferais pas, puis ça je l'ai pas encore vu, je suis content, mais si une entreprise le ferait pas, ça ferait en sorte que n'importe qui pourrait accéder à leur chatbot, le hacker, accéder aux informations clientes en arrière, puis les revendre. Dans le fond, ça ferait des fuites de données. Vous proposez aussi des outils d'analyse et des insights. À quel point est-ce que tu penses que c'est important cette couche de transparente quand on travaille avec des LLM ou même des agents? Je pense que c'est super important pour les premiers mois d'utilisation d'un système d'IA. Dans le sens que si j'ai un nouveau projet que je sors, puis j'ai aucune observabilité dessus, ce qui veut dire que je comprends pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, j'ai aucune visibilité sur comment mes utilisateurs vont travailler avec mon chatbot, c'est très, très, très dangereux. Parce qu'il peut se passer plein de problèmes, tu seras juste pas au courant avant que ce soit trop tard. Donc, la façon dont je le vois, c'est que c'est vraiment important, au minimum, en commençant un projet, d'avoir vraiment des outils d'analyse pour comprendre mieux c'est quoi. Aussi, juste en tant qu'entreprise, tu veux comprendre qu'est-ce que tes utilisateurs font avec ton système. Tu veux comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, quel feature qu'ils aiment le plus, qu'ils aiment le moins. C'est quoi les genres de questions qu'ils vont poser à un chatbot. Fait que tout ça, c'est vraiment important du côté business aussi. Mais côté cybersécurité, si tu comprends même pas comment tes utilisateurs utilisent ton système, si tu vois que ton système plante une fois de temps en temps, mais tu sais pas pourquoi, tu ouvres la porte vers des gros problèmes. Pour l'instant, le prompt engineering, fine-tuning, policy alignments, tout ça, c'est des sujets qui sont assez importants et il y a beaucoup de travail autour de ces sujets. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux équipes qui cherchent le bon équilibre entre la puissance et le contrôle justement de leur système IA? Je pense que ça dépend toujours du cas d'utilisation. Dans le sens que, tu sais, c'est une bonne réponse de consultant. Il n'y a pas de one size fits all. Et si j'ai un chatbot qui travaille pour, je sais pas, un chatbot pour une épicerie, par exemple. J'ai un site web d'épicerie puis je veux aider mes clients là-dessus. Dans ce cas-là, si le chatbot n'est pas connecté à aucune database de clients, peu importe quoi, je veux dire que mes clients commencent à parler de conversations hors sujet avec mon chatbot, je pourrais le limiter si ça me tente. Mais si ça donne un coup à la flexibilité, ça se peut que au final c'est un pour et un contre. J'ai pas vraiment de risque de ce côté-là. Tant que mon chatbot n'est pas connecté à rien des critiques en arrière, of course. Mais si c'est seulement un client-facing, il n'est pas connecté à rien, c'est pas si grave s'il commence à parler de recettes de gâteau au chocolat ou. Tant qu'il n'y a pas les affaires de base, par exemple, ne pas dire de profanité, ne pas être toxique, ne pas parler ne pas faire de hate speech, par exemple, tout truc de base. Une fois qu'il y a ces politiques de base, il n'y a pas moyen d'être super, comment je pourrais dire, comme overkill. Dans le sens qu'il n'y a pas besoin de mettre super beaucoup de gueule dessus. Par contre, si tu t'en vas dans le domaine d'une banque, par exemple, ou d'un domaine gouvernemental, dans ce cas-là, tu veux vraiment t'assurer que ton chatbot est super sécuritaire avant même de déployer. Pour deux raisons. Première raison, parce que tu as une crédibilité à ne pas perdre. Puis aussi parce que tu as des clients en arrière, puis des bases de données en arrière qui contiennent plein d'informations confidentielles que tu veux pas qu'ils fuitent. Puis ça, c'est vraiment important à garder en tête. En ce moment, tu fais partie du programme NextAI et tu as aussi fait partie ou fait toujours partie du DTU au Skylab au Danemark. C'est quand même un mélange assez intéressant parce que c'est sur deux continents. Qu'est-ce que tu apprends dans ces écosystèmes et comment est-ce qu'on peut les comparer? Euh, Comment je pourrais dire ça? Le but des deux incubateurs, c'est vraiment d'accélérer les startups. Ils ont le même objectif. Puis ce que je pourrais dire après avoir fait les deux, NextAI c'est aussi deux mentalités différentes. Il y en a une qui est en Europe, une qui est en Amérique. C'est à la base des mentalités différentes. De ce que j'ai vu pour à NextAI, c'est très focusé sur raise maintenant, ou le plus tôt possible pour un startup, c'est du hypergrowth. Fait que c'est la mentalité plus américaine. C'est vraiment ça, puis tout ressort un peu de ça. Je dirais pas pousser, là, mais on se fait beaucoup encourager à aller raise de l'argent. En Europe, c'est un peu moins le cas. Tu sais, ce qu'on va voir souvent en Europe, c'est qu'ils vont plus dépendre comme de petits prêts ou de montants pour commencer. Des fois, c'est avec des family office, donc ils vont voir des gens qui ont plus d'argent comme un angel. Fait que c'est beaucoup basé sur du angel, je dirais, pour avoir de l'argent. Mais aussi, c'est la mentalité. Une affaire qui est drôle à dire, là, c'est qu'ici, en Amérique, avec Nextdoor, par exemple, c'est beaucoup du software. Puis en Europe, c'est beaucoup du hardware. C'est une affaire que j'ai vue là, avec DTU Scalab, ça ressemble beaucoup à ça. Juste en baseline. Mais ouais, je dirais que c'est une différence de mentalité dans le sens qu'en Europe, ça va plus être du growth lent mais sustainable. Tandis qu'en Amérique, c'est plus du growth rapide. Puis si ça brise, c'est pas grave, on va apprendre puis on va repartir sur un autre business après. Fait que je vois beaucoup cette dualité-là. Selon moi, je dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de savoir lequel fit mieux pour ton entreprise, puis lequel est le plus adapté à ta situation présente. Dans le sens que si tu vends en B2C, par rapport à si tu vends en B2B, ça peut être deux stratégies différentes. Tu peux utiliser les deux pour les deux, mais ça va vraiment dépendre de tes objectifs en tant qu'entreprise, mais aussi objectifs personnels. Est-ce que tu préfères avoir une chance sur 100 d'avoir un exit à 10 milliards ou est-ce que tu veux une chance sur deux d'avoir un exit à 10 millions? Ça va toujours dépendre des objectifs des gens. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, NextAI se concentre quand même assez fort sur le mentorat, la communauté, etc., le feedback. À quel point c'est pour elle, donc le mentorat, la communauté et le feedback ont été importants pour façonner la direction de FireHaven à travers ce programme. Je pense que sans cet écosystème-là, Firehaven ne serait pas au point où est-ce qu'elle est live. Je pense que
beaucoup d'entreprises seraient pas au point où ils sont live sans l'écosystème à Montréal spécifiquement aussi. Comme il y a une raison aussi pour laquelle on est au Danemark et à Montréal, là, c'est qu'à la base mon cofondateur est allé faire son PhD au Danemark puis il vit là-bas en ce moment, donc c'est un peu pour ça qu'on est là-bas. Puis une raison pour laquelle je suis revenu aussi à Montréal pour avancer. Au final, les deux pays je les aime, les deux pays je veux construire une entreprise aux deux endroits, mais j'aime beaucoup l'écosystème à Montréal. C'est vraiment c'est très les gens aiment se s'entre-supporter. Je sais pas si c'est un mot, mais les gens aiment supporter les autres personnes autour d'elles parce que c'est vraiment l'aspect de je connais des choses, je suis peut-être pas l'expert dans le domaine, mais je connais certaines choses qui peuvent aider d'autres personnes qui ont moins d'expérience nécessairement. Puis moi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre de d'autres personnes aussi. C'est un peu ce niveau de connaissance-là par étage qui fait en sorte que tout le monde veut s'entraider d'une façon ou d'une autre. Puis des fois, je peux être l'expert dans un domaine, mais être complètement d'avoir aucune ressource dans un autre domaine dans lequel quelqu'un qui vient juste de commencer l'entrepreneuriat a beaucoup, beaucoup de connaissances puis il peut m'aider, puis moi, je peux aider dans un autre domaine. Fait que c'est vraiment la coopération, je pense, qui fait la différence dans l'écosystème. Puis au final, Nextarius, c'est vraiment utile pour tout l'aspect de mentorat, comme je disais, l'aspect du networking, l'aspect de tout ça. Mais plus que seulement l'incubateur, une fois que tu rentres dans l'incubateur, je vais te faire ça comme une porte d'entrée vers l'écosystème entrepreneurial de Montréal et de l'Amérique du Nord. Puis c'est ça vraiment qui a de la valeur parce qu'au final, tu fais plein de contacts qui font en sorte que tu trouves soit de l'investissement, des clients, tu trouves des gens qui vont pouvoir t'aider à passer d'une entreprise qui passe de ton salon à une entreprise à plus grande état, à plus grande scale. Donc sans le network, ton entreprise vaut pas grand-chose. Non, c'est sûr. Est-ce que tu penses que suffisamment de fondateurs ou cofondateurs réfléchissent à la sécurité et la conformité de l'intelligence artificielle au début, dès le début, ou est-ce que tu penses que c'est encore trop souvent une réflexion un peu de second plan? Selon moi, au début, il n'y a pas encore assez de. Tu sais, les gens vont pas penser à ça en priorité, puis c'est complètement incomprenable. Puis c'est quand même controversial à dire un peu, mais je pense que pour un startup qui commence, qui n'a pas encore de clients, il ne devrait pas vraiment focuser sur la cyber. Ben, je veux dire, il faut quand même faire les affaires sécuritaires, don't get me wrong, mais ça devrait pas être le premier objectif d'avoir tes certifications SOC 2, ISO, etc., etc. Ce qui est important au début, c'est de trouver le problème, pas une solution qui fait avec un client, essayer de faire rouler la machine qui roule tout croche au début, mais faire en sorte qu'elle roule au moins. Donc ça, c'est vraiment la partie importante. Une fois que ça commence à fonctionner, puis que là, tu as des données clients, of course qu'il faut que tu commences à mettre en place des normes de sécurité. Plus il y a de l'IA, plus il faut que tu les protèges aussi, tes modèles d'IA. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, en même temps, je vois des grandes entreprises aussi qui ont aucune vraiment stratégie de cybersécurité pour leur modèle d'IA. Donc, je peux pas imaginer qu'une startup qui commence, qui n'a pas encore de clients, pas encore de revenus, commencerait à mettre des ressources en cybersécurité au début. Selon moi, c'est une affaire qui va venir un peu plus tard, une fois que tu as déjà tes revenus, une fois que tu as déjà quelque chose de mis en place qui commence à fonctionner. Ça ne servirait à rien de dépenser 10 000 dans une super grosse interface, une super grosse infrastructure de protection de ton LLM si tu n'as même pas de clients qui sont prêts à payer pour ton produit basé sur les LLM à la. En ce moment, on le sait, il y a énormément de bruit autour de l'intelligence artificielle. Quelle est, selon toi, une chose que les gens sous-estiment à propos de l'intelligence artificielle ou même juste des agents d'IA en règle générale? En vrai, il y a beaucoup de. Je veux dire, les possibilités d'utiliser l'IA sont juste insane en ce moment. Tu peux faire, par exemple, j'ai créé un produit en comme 48 heures juste parce qu'il était le fun pour moi, puis les gens voulaient commencer à l'utiliser après. Donc, comme tu peux faire n'importe quel produit super rapidement. Le truc que moi, je vois par rapport à ça, c'est il risque d'avoir beaucoup, beaucoup de produits qui veulent un peu descendre la. Dans le fond, ça a juste descendu la barrière à l'entrée de faire un SaaS. Puis en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent partir des SaaS à cause que tu peux faire ça en no-code, le vibe coding, là, pour commencer une entreprise super rapidement, commencer un produit super rapidement. J'aime beaucoup le concept de les gens vont finir par régler des problèmes, les compagnies qui font pas vraiment de sens parce qu'ils font un produit qui prend un an à développer, qu'au final, personne n'est prêt à payer pour, risque de disparaître over time parce que ça va être de plus en plus rapide de passer de idéation à revenu, selon moi. Ça, c'est un gros, gros changement qui commence à arriver. En même temps, je dirais même pas que c'est un changement, je dirais que c'est une évolution par rapport aux années précédentes. C'est pas comme si du jour au lendemain, on avait magiquement eu de l'IA qui rendait tout super rapide. On l'a vu venir un peu de le cycle de développement des produits commence à être de plus en plus court pour passer de l'idéation au marché. Mais une chose, par contre, que je commence à voir puis à réaliser tranquillement, c'est qu'il y a tellement d'outils qui se font rapidement qui se font facilement que je peux avoir, par exemple, un produit que je crée qui fait complètement du sens aujourd'hui, mais que dans 6 mois, les IA sont plus développés, il y a plus de modèles open source, il y a plus d'outils open source autour des modèles qui font en sorte que, par exemple, je fais un modèle pour, euh, pour m'aider à organiser mes projets, par exemple, du project management. Je fais ça, mais ensuite, ça, peut-être que dans 6 mois, je vais avoir un modèle qui est, par exemple, un Claude ou OpenAI, peu importe, qui est relié directement avec des outils open source déjà connectés pour faire du project management, puis il y a déjà les prompts instanciés pour ça. Puis je peux juste créer une interface, ma propre interface à mon propre produit au complet pour moi-même, que je vais pouvoir utiliser, puis j'ai plus besoin de payer pour aucun autre produit autour. Ce que je veux dire par là, c'est la plupart des produits qu'on achète aujourd'hui, on les achète parce que on a on veut éviter le temps de développement
par exemple, de 1 an ou 2 que ça prendrait pour avoir accès à cet outil-là. Mais si avec de l'IA, je peux avoir accès à n'importe quel outil développé en comme 2 ou 3 minutes, ça vaut plus vraiment la peine de payer pour les outils en tant que tel. En tout cas, ça va pas nécessairement se généraliser comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des outils qui sont un low-hanging fruit risquent de disparaître à cause que ça va devenir une commodité. En même temps, là, je parle en tant que développeur. Donc, il y a de bonnes chances que ce soit pas le cas pour tout le monde de la société au complet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de produits B2B qui risquent de peut-être disparaître à cause du fait qu'ils sont trop faciles à recopier à cause de l'IA. Sans entrer dans l'aspect du network effect, où est-ce que si j'ai beaucoup d'users sur une plateforme en tant que telle, peut-être que là, c'est ça la valeur qu'elle contient. Mais je pense que, en fait, tout ça pour dire, je pense que la valeur des produits d'IA commence à, on commence à voir que ça dépend plus du temps de développement, puis combien d'efforts est imitant, combien d'argent est imitant, mais vraiment seulement de c'est quoi la valeur autre que le développement qui se trouve dans le produit, pour savoir si un produit vaut vraiment la peine d'être fait ou non. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un des sujets sur lesquels je suis en train de réfléchir. Et je suis 100% d'accord avec toi. Pour l'instant, on voit vraiment que le développement et le cycle de développement est vraiment beaucoup plus court, ce qui fait que le marché est assez inondé aussi de nouveaux produits. Je me Exact. demande par contre, et j'aimerais savoir un petit peu ton avis là-dessus, comment est-ce que ça impacte le consommateur en tant que tel? Comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir quand même gagner une partie du marché ou pas overflood justement le marché d'informations avec de nouveaux produits? Au final, j'aurais tendance à dire que c'est une game de marketing. S'il y a tellement de produits disponibles sur le marché, au final, tu sais, c'est l'offre et la demande, mais en même temps, plus un produit est visible par les consommateurs, même si c'est pas le meilleur produit, c'est lui qui va se faire acheter. Donc, je dirais que c'est rendu là, c'est une game de marketing qui va jouer. En fait, comme je disais, ce qui va compter maintenant, puis ça, c'est la partie un peu, c'est que c'est pas nécessairement la qualité du produit qui va compter, mais plus à quel point ça rejoint un grand public rapidement. En même temps, je pense que ça fait pas vraiment de différence comparé à avant, là. C'est juste plus rapide. Dans le sens que, par exemple, la technologie de Blu-ray, j'ai à côté que j'ai aucune idée c'est quoi le nom, mais il y avait Blu-ray et une autre. Il paraît que l'autre était plus performante, plus efficace que Blu-ray. Une game de marketing, une game de partenariat qui a fait en sorte que Blu-ray est devenu la norme et l'autre a disparu puis on se rappelle juste plus du nom. Donc il risque d'avoir un peu ce concept-là, mais sur stéroïdes avec, il y a 500 produits, puis il y en a une dizaine là-dedans qui ont vraiment mis des efforts du côté marketing pour la même tech au final, puis c'est ceux-là qui vont finir par ressortir. On a parlé un petit peu de ce qui était un petit peu sous-coté ou sous-estimé. À l'inverse, qu'est-ce qui te semble surcoté dans le monde de l'IA en ce moment? Je pense que c'est ben, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais je pense que le concept de on va faire des outils pour les développeurs, on va faire des outils pour les business, peu importe quoi. Vraiment le B2B classique, SaaS, je pense que il y a beaucoup de focus là-dessus. Il y a beaucoup, un peu comme on dit depuis tantôt, il y a beaucoup d'outils qui font plein de produits pour ce marché-là. Mais je vais pas niche spécifique. Puis je pense que c'est là qu'il va y avoir beaucoup la grosse valeur de l'IA. Je suis dans le domaine de la construction, puis j'ai besoin d'un. En fait, je sais même pas, mais j'ai besoin d'un IA qui va m'aider à faire une tâche super spécifique qui en ce moment me sauverait beaucoup de temps. Fait que c'est dans des petites niches comme ça, qui sont pas beaucoup adressées, mais où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à faire, en fait, il y a beaucoup d'argent à faire là, mais c'est moins scalable. Dans le sens que vu que c'est une niche, puis c'est pas une niche qui est scalable, tu vas finir par saturer le marché là-dedans, puis il va falloir que tu vendes ta solution ou que tu la gardes qui flow, puis que tu partes une autre business à côté pour faire un autre projet après pour aller voir une autre niche. Fait que je vois ça un peu comme le gros du marché est adressé par tout le monde, mais il y a personne qui adresse les petites sections du marché, petites sections qui peuvent aussi être super grosses, by the way, ça peut être quand même des marchés à quelques milliards de dollars, juste qu'ils sont pas pris en compte parce qu'ils sont trop spécialisés. Puis je pense que une des choses qui est un peu plate, entre guillemets, en ce moment, mais I guess que c'est une réalité du marché. La plupart des gens que je vois autour de moi, en même temps, je suis jeune aussi, la plupart des gens que je vois autour de moi qui partent des startups ou des business utilisant l'IA générative comme ça, c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement 20 ans d'expérience dans certains domaines. Donc, le seul domaine qu'on connaît, c'est la tech, puis on va essayer d'aller trouver des solutions pour la tech, puis dans le domaine de la tech, puis tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, on va dire, partir en entreprise dans un domaine super niche que ça fait 20 ans qu'ils ont dans ce domaine-là. Puis je pense que c'est là vraiment la valeur de l'IA générative. Dès que quelqu'un qui a 40, 50 ans connaît super bien un domaine spécifique, connaît toutes les pain points de ce domaine-là, va comprendre que, OK, ben, je peux prendre de l'IA puis vraiment l'appliquer de même. Puis dans ce domaine-là spécifique, cette personne-là a vraiment un avantage comparé à plein d'autres jeunes ingénieurs qui veulent partir leur prochain SaaS product sans vraiment avoir de edge comparé aux autres parce que la technologie est la même pour tout le monde. Absolument. Je sais que tu es quelqu'un qui a énormément d'idées. Quelle startup ou quelle idée de startup est-ce que tu rêverais voir émerger, mais qui n'existe pas encore? En vrai, j'ai une liste, je dois avoir comme une quarantaine ou cinquantaine de business sur mon sel en ce moment. Je pense que je pense qu'un des trucs, puis je pense que ça commence à être réglé un peu avec le MCP, là, mais un des trucs que moi je verrais puis qui commence
à être vraiment nécessaire. C'est un peu comme un, comment je dirais ça? Les agents, les systèmes d'agence, ils peuvent être vraiment utiles pour avoir beaucoup de potentiel pour faire plein de choses. Non, dans ce que je disais un peu plus tôt, en rentrant dans les domaines spécifiques. Mais ces agents-là, souvent, sont très éparpillés partout. Dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de marché, de marketplace où est-ce que tu peux tous les trouver. Ça, premièrement. Mais aussi une façon d'avoir accès à ces agents-là à travers d'autres agents. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens que j'ai besoin de régler un problème spécifique puis je veux avoir accès à, je veux juste avoir un LLM qui va aller sur Internet trouver l'agent que j'ai besoin, puis lui va aller chercher les autres agents qu'il a besoin pour les autres outils qu'il a besoin. C'est un peu comme un network d'agents. Ça, en qu'est-ce que peut-être c'est assez proche du AGI aussi, mais c'est l'aspect de, un peu comme si je suis entreprise, j'ai un problème à régler, j'engage un project manager ou quelqu'un pour venir régler mon problème. Cette personne-là peut aller engager d'autres gens autour pour faire des tâches spécifiques et faire une recherche en ligne pour trouver c'est quoi les besoins que j'ai, comment les régler ces besoins-là. Même s'il ne connaît pas le sujet, il va quand même aller chercher en ligne pour voir comment régler ma situation. Ce concept-là, que je ne l'ai pas encore vu, n'a pas encore été appliqué selon moi pour venir remplacer dans le fond les project managers pour ce genre de situation-là. Fait que vraiment avoir comme un network d'agents qui communiquent ensemble sur lesquels on peut chercher, mais pas en tant qu'un humain qui cherche sur le network d'agents, mais vraiment un agent qui cherche sur un network d'agents. D'autres outils, d'autres skills que lui n'aurait pas pour venir régler un problème d'une entreprise. Vers la fin de mes interviews, j'aime bien poser une question vers le futur. J'aimerais savoir, c'est quoi ta croyance envers le futur de l'intelligence artificielle, avec laquelle la plupart des gens ne seraient pas forcément d'accord? Ça, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde sera d'accord avec le fait que l'IA va changer la façon dont on travaille, etc., etc. Mais je pense que la partie que des fois on réalise pas, c'est que ça va pas nécessairement changer comme on pense, comme pendant toutes les révolutions. Et je dirais que l'aspect qui risque de changer, à part le fait que les gens qui vont venir te remplacer, c'est pas les IA qui vont te remplacer, c'est les gens qui utilisent l'IA qui vont te remplacer. Mais je pense que c'est ça, mais dans des domaines très spécifiques, dans le sens que y a beaucoup de domaines où il y a plein de gens qui ont, un peu comme je disais un peu plus tôt, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'expérience dans un domaine, beaucoup de connaissances dans un domaine, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances technologiques ou qui vont pas nécessairement penser à remettre leurs connaissances dans. Fait que je sens qu'il va y avoir beaucoup de connaissances qui vont se perdre. Expérience de personnes qui ont entre 40 et 60 ans, qui s'en vont prendre leur retraite. Peut-être pas 40 ans, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience dans certains domaines, mais qui ont pas nécessairement l'intérêt ou même envie ou juste qui ont pensé à mettre ces connaissances-là dans l'IA. Puis il y a beaucoup de connaissances importantes, je pense, qui vont finir par disparaître. Puis au final, c'est ces connaissances-là seraient nécessaires à utiliser pour entraîner des modèles d'IA. Je sais pas comment faire un peu ce système-là, mais ça serait quelque chose de vraiment intéressant à faire. En rémunérant ces gens-là, puis avec la privacy d'information, etc., etc. aussi. Parce que si tu regardes la manière dont les systèmes d'IA codent, ça s'améliorait beaucoup, mais au début, comment ça marchait, puis j'ai l'impression que ce concept-là risque de se réappliquer dans le futur aussi. Si tu regardes la moyenne du code qui existe en ligne, la moyenne du code est pas bonne. Ce qui est bon, c'est le tail end, jusqu'à ce qui est vraiment la crème de la crème du code, que tu veux que les modèles d'IA apprennent de ça seulement. Il y a beaucoup de compagnies d'IA qui font du code génératif, qui ont appris comment faire cette filtration-là pour finir par avoir seulement le bon code à la fin. Mais je sens que, pas seulement dans le domaine du code, mais dans plein d'autres domaines, il risque d'avoir ce problème-là. C'est pas un problème d'hallucination en tant que tel, mais c'est vraiment un problème de on va avoir beaucoup de connaissances average, mais pas beaucoup de connaissances expertes. Ces connaissances expertes-là viennent de gens qui vont finir par prendre leur retraite ou qui sont dans des domaines tellement spécifiques qui ont pas nécessairement les impacts de l'IA encore, qui n'ont pas nécessairement besoin de mettre leur connaissance dans de l'IA en ce moment. Puis je pense qu'il y a une grosse perte d'intelligence qui va se perdre à cette place-là si on ne fait pas attention, puis si on ne va pas chercher ces connaissances-là pour les mettre dans des systèmes d'agents d'IA ou peu importe. Pour finir, j'aimerais te laisser le plancher pour partager un dernier mot ou un dernier commentaire, Jean-Sébastien. J'avais pas pensé à ça. Quel commentaire partagé? Ben, je pense que c'est un aspect vraiment important en ce moment des systèmes d'IA. Je suis beaucoup biaisé par rapport à ça, mais c'est le fait qu'il n'y a pas assez de l'aspect cybersécurité n'est pas assez pris en compte dans ces systèmes d'IA-là. Puis comme je disais un peu plus tôt, le fait de mettre des connaissances dans des systèmes d'IA, c'est cool. C'est sûr qu'il faut qu'on fasse vraiment ça. Mais ces connaissances-là, s'ils sont mal gérées, si tu finis par avoir de l'information confidentielle qui finit par être filtrée quelque part, et tout ce qui est, on le disait un peu avant, dans une dizaine d'années même avant ça, tout ce qui est sur Internet reste pour toujours. La seule chose, c'est que les gens réalisent pas que tout ce qui est mis dans des systèmes d'IA reste aussi pour toujours à cause de ça. Puis pire que ça, ce qui se trouve dans Internet, des fois, ça peut être tellement que c'est tough à aller retirer. Par exemple, dans un modèle d'IA, une fois que c'est là, c'est dans les poids du modèle. Puis c'est vraiment difficile d'aller enlever ça ensuite. Parce que le modèle, si un numéro de carte de crédit est mis dans un modèle d'IA, tu peux toujours l'extraire après. Parce que c'est caché dans les poids. Fait que c'est une affaire à ne pas prendre à la légère.
Puis c'est aussi très difficile de passer de un modèle non sécuritaire sur lequel il y a eu des problèmes à maintenant je vais faire attention puis je vais protéger toute mon entreprise, l'aspect cybersécurité. C'est très difficile de passer, de devenir sécuritaire. Dans le fond, c'est très difficile de régler le problème une fois que la breach est arrivée. Puis ça, je pense que c'est une affaire que des fois on sous-estime dans le domaine de l'IA. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir partagé toutes ces informations avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi, là.